chaîne, un monde. RTGA. Bienvenue à tous, mesdames et messieurs, dans ces nouveaux numéros de votre magazine Le Siège. Vous avez l'habitude de nous suivre à Kinshasa et partout en République démocratique du Congo aussi, grâce à Canal Sat, un peu partout en Afrique et partout dans le monde. Merci de nous suivre semaine après semaine. Au travers de cette émission, vous découvrez tous les hommes politiques, les leaders d'opinion qui viennent ici avec des idées novatrices pour le développement de la République démocratique du Congo. Mesdames et messieurs, c'est avec plaisir que je vous présente cette émission d'aujourd'hui. Bienvenue. J'ai le plaisir de recevoir un avocat, mais il est homme politique, il est dans le parti cher à Matata Ponyo, LGD, et avec lui nous allons revenir autour de l'actualité politique en République démocratique du Congo. J'ai l'honneur de recevoir sur ce plateau Maître Aristote Chibwabwa. Je vous prie de suivre. Je le disais tout à l'heure, je reçois pour vous Maître Aristote Chibwabwa. Il est avocat, homme politique et cadre président des jeunes, de la Ligue des jeunes du parti LGD. Bienvenue. Merci beaucoup Madame pour l'invitation que vous nous avez lancée. Merci de nous recevoir dans ces cadres merveilleux de la RTGA. Alors on va débuter l'émission avec notre question. Comment se porte la RDC aujourd'hui selon votre regard? Le Congo va de mal en pis parce que tous les secteurs de la vie nationale sont presque par terre aujourd'hui. Lorsque vous prenez le secteur économique pour le moins, vous vous rendrez compte que l'inflation est à son comble, le taux de change ne fait que grimper, le panier de la ménagère manque de tout. J'étais écœuré, et c'était pour la première fois depuis que je connais ce pays, d'avoir la possibilité d'acheter un fruit d'orange, une seule pièce à 2000 francs congolais. C'était écœurant pour moi. C'était toute une première. Donc je me rends compte que les Congolais aujourd'hui ne savent même pas répondre à la chanson des médecins suivant laquelle il faut manger 5 fruits et légumes parce qu'un seul fruit coûte déjà 2000 francs. Et donc les choses sont devenues tellement chères qu'aujourd'hui, manger simplement un fruit est devenu un luxe. Les choses sont tellement chères et que les fonctionnaires de l'État sont très mal payés et même payés en retard. Les enseignants n'en parlons pas, les militaires au front n'en parlons pas. Et sur le plan sécuritaire, alors là, c'est l'hécatombe. Nous partons des mal en pis. C'est la première fois dans l'histoire de ce pays que nous ayons des territoires entiers de notre pays être occupés par des rebelles pendant plusieurs jours, pendant au moins une année. C'est écœurant, c'est inacceptable, intolérable. On parle de la vie chère. En RDC, il y a eu la réunion, je crois, hier, la première ministre, pour réguler le cadre macroéconomique. Votre leader n'en est pas étranger et il en ressort que tout est stable. Tout est stable dans le panier de Madame Judith Souminois, je vous l'accorde. Je vous l'accorde que Madame Souminois, Madame la Première ministre, a un panier, son panier à lui de chez lui, qui est très stable. Chez elle, il n'y a pas d'inflation. Chez elle, il n'y a pas non plus, n'est-ce pas, un taux d'échange très élevé. Ce n'est que chez elle et chez les membres du gouvernement que les choses sont très stables. Parce que chez les Congolais lambda, tout est cher aujourd'hui. Et d'aucuns ne peut l'ignorer. Tous les Congolais aujourd'hui pleurent de tous bords. Même ceux qui ont soutenu les acquis. Hein, Zaki. Vous savez, ceux qui ont soutenu les acquis, même chez eux également, les choses ne marchent pas. Et donc aujourd'hui, nous devons nous regarder en face et avoir le courage de dire que le pays est vraiment par terre. Les choses ne marchent pas. Vous avez un discours vraiment typiquement opposant, vous savez, puisque vous êtes dans le parti de Matata Ponyo qui n'a pas finalement réussi à atteindre le seuil. On vous sent un peu aigri parce que les choses marchent. Madame, vous savez, avant d'être homme politique, je suis congolais. Je suis un citoyen de ce pays, né dans ce pays.
Je connais les réalités de ce pays. Lorsque je vous donne l'exemple pour vous dire que le fruit en orange coûtait hier 200 francs, 300 francs et aujourd'hui j'en achète à 2000 francs, c'est parce que nous avons vécu dans ce pays, nous sommes partis à l'école à pied, nous avons été élèves à un moment donné, nous avons acheté un pain à une taille qu'il faut, mais aujourd'hui même la taille du pain a eu à avoir de choc par rapport à la réalité. Ce n'est pas parce que nous sommes opposants, ni parce que nous n'avons pas atteint le seuil suivant la vérité des urnes des Kadima, qui a préféré non pas d'étaler à la place publique la vérité des urnes, mais le mensonge des urnes. Ce n'est pas par rapport au mensonge des urnes que nous allons nous déterminer en tant que parti politique, en tant qu'organisation politique. Non, 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 non. Parce que ce soit ceux de la majorité présidentielle, que ce soit ceux de l'opposition, nous sommes tous d'accord que ces élections étaient des élections les plus chaotiques que le Congo, encore moins l'Afrique, n'a jamais connues. Que pensez-vous finalement, puisqu'on parlait de la situation de la RDC, que pensez-vous de ces trêves humanitaires qui sont finalement décrétées pour une période bien précise? Madame, ça apporte la solution au problème? La solution doit être pérenne. La question de la sécurité n'est pas une question qu'on va prendre, n'est-ce pas, par coup d'émotion et de plaisir. Ce n'est pas une question conjoncturelle tout simplement. C'est une question qui doit être prise avec des décisions permanentes qui permettent à ce que ces peuples vivent réellement en paix. Quels que soient les efforts qui sont fournis, nous ne cesserons de les dire que les problèmes n'est pas un problème des stratégies, mais c'est un problème de leadership. C'est un problème de gouvernance et donc il faudrait que les gouvernants soient changés. Parce que lorsque les gouvernants sont essoufflés, c'est comme un match de football. Lorsqu'un joueur est essoufflé, il faudrait le sortir et le remplacer par un autre. Il peut beau changer la façon de dribbler, il peut beau changer sa façon de faire des choses, mais tant que vous ne l'avez pas changé, il va répondre avec les mêmes solutions parce que les mêmes causes produisent les mêmes effets. Finalement, vous parlez du bon leadership ou des bons gouvernants. Vous n'êtes pas convaincu que ceux qui nous gouvernent aujourd'hui apporteront la solution à cette guerre? En tout cas, j'ai démissionné à la foi des gouvernants actuels. Et je n'ai plus la foi. Voyez-vous, l'on dit, les chrétiens ou la Bible... Quel est l'indicateur? La Bible dit, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, de celles qu'on ne voit pas. Mais ce n'est pas ça en politique. En politique, il faut qu'il y ait des indices. En politique, ce n'est pas que la foi est une fermation des choses qu'on espère. Non, non, nous devons voir que les gouvernants ont réellement la volonté de changer des choses. Et cela s'est fait par des actes palpables. Aujourd'hui, le gouvernement actuel, l'Union sacrée aujourd'hui, c'est pratiquement un mandat avec une année déjà, ou un mandat et demi, nous sommes en train d'aller. Mais lorsque nous regardons qu'au terme de tout ce temps, n'est-ce pas que nous avons le gouvernement actuel, le président Tshisekedi et tous les carcans des personnes qui sont avec lui, les anciens Mobutistes, les anciens Kabilistes et aujourd'hui les Tshisekidistes, toutes ces personnes qui sont autour de lui, nous pouvons nous rendre à l'évidence qu'il n'y a pas de solution escomptée. Il faudrait changer de joueur. Il faudrait que ces joueurs quittent le terrain. Mais finalement, c'est la population congolaise qui a voté ces gouvernants. Mais la population congolaise qui a voté est d'accord avec moi que les élections chaotiques n'a permis qu'à voler sa voix, à voler sa décision, parce que les votes en appellent à la redevabilité. Celui qui n'a pas été choisi, voté par le peuple, ne se sont pas redevables au peuple. Le vote en appelant à la redevabilité, ce n'est que celui qui a réellement été voté, que le peuple a entendu, connaît, ce n'est que celui-là qui peut répondre favorablement aux besoins changeants de ces peuples. Mais à partir du moment où vous avez volé les élections du peuple, comment voulez-vous que ces peuples-là sentent que réellement vous répondez à ces besoins? Vous ne répondez pas aux besoins du peuple parce que simplement, vous n'avez pas été choisi par le peuple. C'est cela la réalité, purement et simplement. L'opposition aujourd'hui, dont vous faites partie, votre parti en fait partie, est-ce qu'aujourd'hui elle est efficace? Elle est mutilée, elle est efficace, elle ne parle plus, elle ne dit vous êtes journaliste, madame, vous êtes journaliste dans ce pays. Est-ce que vous pouvez m'en dire les critères, n'est-ce pas, d'établissement ou de vérification de la solidité d'une opposition? Vous en connaissez-vous? Mais chacun part finalement en son sens. Personne, non, mais est-ce que, madame, pas uni, vous n'êtes pas opposé, vous ne parlez pas, vous ne dites rien, aucune pression sur le pouvoir. Madame, quels sont les critères ou les critériums qui permettent de définir la solidité ou l'efficacité d'une opposition? Et c'est le vandalisme? Ce n'est pas ça. La meilleure opposition, c'est une opposition qui se trouve au sein du peuple. L'opposition, ce n'est pas seulement une opposition des personnes qui se dirigent. La première opposition, c'est le peuple. C'est ces peuples-là qui, quand ils décident de faire quelque chose, il n'a pas besoin que quelqu'un soit devant lui pour qu'il le fasse. Et le peuple, aujourd'hui, c'est la première opposition du pouvoir.
le pouvoir n'est pas, le pouvoir n'est pas en harmonie. Le peuple a des leaders. C'est le leader qui donne aussi une certaine direction. Les leaders de l'opposition aujourd'hui ne se font même plus entendre. Vous êtes sûr? Sinon, on n'allait pas avoir des arrestations que nous voyons ça et là. Sinon, on n'allait pas avoir les meurtres des opposants que nous avons ça et là. Le musellement de l'opposition. L'extinction de la parole libre, consacrée par la Constitution de la République et les lois du pays. Sinon, on n'allait pas voir cela. Mais si on arrive à avoir ces contrepoids illégaux, illicites, contre-productifs du pouvoir, c'est parce que justement l'opposition existe. Au sein du Parlement, le temple de la démocratie, l'opposition est presque inexistante. Même le poste qui revenait à l'opposition au Sénat n'a pas été remporté par un opposant. Vous pensez qu'au sein même du temple de la démocratie où il n'y a pas l'opposition, elle sera forte? Madame, dans ces bas mondes, nous avons vu dans les séculiers de la politique les institutions qui ont été déboutées, relevées, déboulonnées par un peuple. Ne vous inquiétez pas de ces 500 personnes qui se trouvent par exemple à l'Assemblée nationale. Mais c'est eux la voix Il y a des milliers de gens. C'est eux la voix du peuple. Je vais vous dire qu'il y a des milliers de gens aujourd'hui dans ce pays qui ne croient en rien en cette classe politique. Le peuple n'y croit plus. Il a besoin d'un changement, il a besoin d'un sursaut. Le peuple ne fait plus confiance en cette opposition. C'est comme ça que quand il y a une seule personne qui se démarque, le peuple regarde et dit, voyons, même ces miettes est mieux que rien. Les leaders de l'opposition sont là, voilà pourquoi il y a des poursuites sans respect des règles, des droits. Il y a le musellement de cette opposition sans pour autant permettre à ce que la sacralité de la personne humaine, qui est consacrée par la Constitution, soit respectée, et même la liberté d'expression, d'opinion, des manifestations soient respectées. Nous avons été victimes à plus d'une fois dans ce pays parce que nous avons manifesté contre tel ou tel autre élément, contre la cherté de la vie, contre le respect des règles des droits, contre le respect, n'est-ce pas, de l'opposition républicaine. Mais c'est justement parce qu'il y a cette opposition que le pouvoir se lève, monte au créneau, sans respect des règles, et arrive à faire ce qu'ils font. Martin Fayulu a proposé finalement qu'il y ait un dialogue national. Il a été rejoint tout de suite par Denis Mukwege. Est-ce que c'est la position de votre parti? Qui appelle les dialogues? Qui appelle les dialogues? Et pour quelle finalité? C'est ça la bonne question. Nous appelons le dialogue. Oui, nous sommes d'accord d'être en harmonie entre Congolais. Nous ne sommes pas des ennemis. Nous sommes des adversaires politiques, mais le partenaire pour la vie. Mais lorsque un des partenaires ne respecte pas le pacte qui nous lie, qui est la Constitution de la République, qu'on doit toucher avec une main tremblante, eh bien, nous partons dans un dialogue pour quelle finalité? Quelle est l'axiologie, n'est-ce pas, de d'un accord? Quelle est l'axiologie d'un dialogue? Oui, vous parlez du président Martin Fayulu, qui appellerait à un dialogue. Il appelle à un dialogue pour quelle finalité? C'est ça la question. Et qu'est-ce qu'il a à donner? Parce que dans un dialogue politique, vous savez, il y a toujours ce qu'on donne et ce qu'on reçoit. On doit le dire, malgré les élections chaotiques des Kalima, aujourd'hui, le président Tshisekedi a presque tout le pouvoir. Il a la majorité parlementaire, il a un gouvernement qui lui est dû, il a une mainmise sur l'armée. Mais nous allons dans un dialogue, dans cette carcan pour donner quoi? Qu'est-ce que nous allons offrir? Le peuple doit savoir. Quand on part dans un dialogue, nous avons des choses à proposer. Ils ont des choses à proposer. Qu'est-ce que nous avons à lui proposer? Qu'est-ce que lui va gagner? Qu'est-ce que nous allons gagner? Et qu'est-ce que le peuple gagne? C'est ça la finalité. Donc au finish, vous n'êtes pas d'accord sur cette... Nous devons d'abord nous poser, nous sommes d'accord de collaborer. D'accord. Nous avons, nous, opposition, été à un moment donné d'accord de se mettre autour d'une table, de présenter un candidat. Martin Fayulu. Le président Martin Fayulu, qu'est-ce qu'il avait proposé? Était-il d'accord en ce moment-là de se mettre autour d'une table? Je ne pense pas. Ce n'est pas aujourd'hui qu'il va se lever pour demander un dialogue. Je pense que les bonnes questions doivent être posées. Le dialogue, oui, mais pour quelle finalité? Pour quelle finalité? Nous avons une grande partie de notre pays qui est occupée par les rebelles. Nous avons une insécurité grandissante.
nous avons des représailles, des poursuites des opposants. Pour régler toutes ces les problèmes, musulmans. surtout la sécurité qui bat son plein, c'est tout le monde qui doit en parler finalement. Pour régler, Non. régler cette situation d'insécurité, La raison, il faudrait aussi se regarder en régler face. un gouvernement illégitime, des gouvernants illégitimes ne peuvent pas régler les problèmes du peuple. Il faut d'abord commencer par respecter l'idée de la légitimité du peuple, de ses voix. Ce n'est que là qu'il y aura la redevabilité et une sanction populaire au cas où la redevabilité n'est pas respectée. C'est la première des choses. Et tout le reste n'est que tralala. Sinon, partage du gâteau. Et quel gâteau? Martin Fayulu va se partager avec les autres. Eux-mêmes n'arrivent pas à se contenir dans leur petit gâteau. Donc je pense que les questions doivent être profondes. Nous devons nous poser les bonnes questions. La première question est de savoir, les dialogues, oui, mais pour quelle finalité? Deuxièmement, qu'est-ce que nous avons à donner dans ces dialogues? Qu'est-ce que le pouvoir actuel a à donner dans ces dialogues? Mais qu'est-ce que le peuple y gagne? Sinon, le bon dialogue a été posé par la Constitution de la République, le pacte républicain qui nous gouverne, qui est la Constitution de la République, qui dit, nous, peuple congolais, unis par le destin. C'est le préambule de la Constitution qui le dit. Nous, peuple congolais, unis par le destin. Unis par le destin. À partir de ce moment-là, on ne peut pas dire que le dialogue a une raison d'être. Vous savez, lorsque vous lisez ces préambules merveilleux de la Constitution, il dit, nous, peuple congolais, unis par le destin et par l'histoire. Nous sommes unis. Nous sommes déjà dans un dialogue permanent. Mais au travers d'un texte qui nous gouverne, le meilleur dialogue, c'est le respect de la Constitution. Le meilleur dialogue est posé par le credo et le créneau de la Constitution de la République. À partir du moment où le gouvernement respecte la Constitution de la République, eh bien, le dialogue est là. C'est le chemin tracé. C'est ça le pacte républicain qui nous gouverne. C'est la Constitution de la République. C'est ça le meilleur dialogue. Très bien, on a compris votre Le respect de la Constitution et des lois fondamentaux suivant qu'a été placé notamment par Louis-Charles de Segonda, baron de la Brède et de Montesquieu, lorsqu'il parle de la hiérarchie des normes pyramidales, commençant par la Constitution de la République, des lois du pays et des autres textes. Il faut respecter cette hiérarchie. Il faut respecter ces normes qui nous gouvernent. C'est cela le meilleur dialogue. C'est autour de ce respect de ces textes que nous pouvons dire que nous sommes dans un dialogue parce que nous sommes unis par le destin, par l'histoire. Très bien. Puisque nous sommes en train de faire le tour de l'actualité politique, ça fait encore débat. La tentative d'évasion à la prison centrale de Makala. Vous avez suivi l'actualité et finalement le bilan qui a revu à la hausse par le gouvernement. 131 détenus sont morts. Finalement, quel est votre regard sur cette situation? Vous savez que dans ce pays, la mort ou la vie humaine, telle que posée par la Constitution de la République, chez les gouvernants n'a presque plus de sens. La Constitution de la République pose, en son article 16, que la vie humaine est sacrée, la personne humaine est sacrée. On sacralise la personne humaine. Mais combien de gouvernants se disent être religieux? Ils croient au bon Dieu. Mais ils ne respectent pas le sacré. Le sacré, ce n'est pas que la Bible. Le sacré, ce n'est pas que la religion. Le sacré, c'est aussi l'humain que Dieu a créé. Mais quand on ne respecte pas les sacrés qu'est l'humain, avec sa vie que Dieu a donnée, mais écoutez, vous êtes des gens qui marchaient à contre-courant. Je pense qu'à partir du moment où on a plus de 100 personnes, plus de 100 vies, plus de 100 familles endeuillées, à cause de la mauvaise gouvernance, de l'absence de gouvernance, eh bien, les gens doivent engager leurs responsabilités et démissionner s'il échec. Mais il y a eu un sabotage. Le ministre de la Justice, Constant Moutamba, parlait d'un sabotage À partir du moment... pour nuire aux efforts du président de la République. Madame, le ministre de la Justice fournit ses efforts. Remarquable. Mais j'aimerais vous dire que gouverner, c'est prévoir. Au sein de la prison centrale de Makala, nous sommes avocats, nous y allons de temps à autre. Il y a un service de renseignement. La question que nous aimerions nous poser aujourd'hui, ou poser au gouvernement, à quoi sert le service d'intelligence? À quoi sert les services de renseignement? Est-ce que le service de renseignement aujourd'hui, c'est seulement travailler avec les fétiches pour savoir qui a volé quoi? Est-ce que c'est seulement séquestrer les opposants? Les museler? Ou bien c'est aussi prévenir, prévoir et connaître qui
a dit quoi au sein de la prison? Les infiltrer. Il faut qu'il y ait ces services d'infiltration dans chaque pavillon pour nous rapporter déjà ce qui va se faire, ce qui est en train de se tramer. Donc en ce moment-là, on peut dire qu'il y a faille même au sein des services de renseignement, et c'est très grave. Dans un État en guerre, qu'il y ait faille au sein des services de renseignement. Il faut qu'il y ait une capacité d'intelligence au sein même des services de renseignement d'infiltrer, même au sein de la prison centrale et des autres prisons, comme partout ailleurs, pour comprendre et connaître, n'est-ce pas, les projets qui se trament contre la République. C'est très important. Mais si cela ne se fait pas, on comprend que les services d'intelligence n'a eu qu'à tourner les armes ailleurs contre les opposants politiques, au lieu de faire la chose qu'il faut pour la nation. Parce que les services de renseignement, les services de sécurité, ce sont des services pour le bien du peuple. Tout service de renseignement, tout service de sécurité qui agirait à l'encontre des droits et libertés fondamentaux, garantis et sécurisés par notre texte sacré qui est la Constitution, mais c'est un service qui n'a pas lieu d'exister. Les mouvements citoyens, entre autres, sont en train de demander de s'associer au gouvernement pour mener ces enquêtes, pour que finalement les enquêtes puissent aboutir. Vous pensez que c'est une très bonne idée? Nous pensons que toute main capable de nous amener une solution escomptée pour éclairer la lanterne de cette situation serait la bienvenue. Mais la question n'est pas là. La question n'est pas là. Vous pouvez beau enquêter, mais qui va remettre à ces enfants-là, ces familles-là, leurs enfants qui étaient en prison? Il y en a qui ont été détenus sans être entendus. Il y en a qui étaient là sans connaître le motif de leur arrestation. Or que la Constitution de la République dit que toute personne arrêtée doit être immédiatement informée du motif de son arrestation. Il y en a qui ont été là, qui ont fait plus de 5 ans, sans savoir pourquoi ils sont là, parce qu'ils ont volé une sorte de poule ou coq, parce qu'ils ont été injustement accusés. Or que la détention est une exception, la liberté est la règle, dit la Constitution de la République. Je pense qu'il faudrait que nous acceptions dans ce pays à initier, à purger même le respect de la Constitution au gouvernement. Il faut qu'il y ait une capacité à purger le respect des règles de droit au gouvernement. Ce sont eux qui doivent être les modèles. Ils doivent commencer par respecter. Ici, quand je parle de gouvernement, je vois le gouvernement à tout niveau. Je parle même des autorités judiciaires qui doivent commencer par respecter les textes qui nous gouvernent, les textes sacrés, commençant par la Constitution et d'autres lois du pays. Donc, c'est cela le grand problème, et c'est à partir de ce moment-là que certaines choses ne vont plus se faire. Vous êtes dans l'opposition aujourd'hui. M. Seth Kikouni, ancien candidat président de la République, est introuvable. Il est introuvable, il a été interpellé il y a une dizaine de jours, mais son épouse a dit hier, je pense que il lui a été informé qu'il est ni à la NER ni à la DENIA. Comment voyez-vous le fait? Madame, on ne peut pas comprendre qu'un homme politique qui a été candidat président de la République à 2 reprises, challenger du président actuel, soit arrêté, détenu même, sans respect de règles. Et que dans un pays comme le nôtre, qu'on ne sache pas où il est, alors qu'on l'avait arrêté avec 2 de ses compagnons, qui ont été libérés dans les geôles de service. Mais qu'on dise qu'on ne sait pas où il est, mais c'est écœurant. Je pense que Seth Kikouni, sa place n'est pas dans les geôles des services. Sa place est avec sa famille en toute liberté. Il a fait aujourd'hui plus de 10 jours, en violation même de l'alinéa 4 de l'article 18 de la Constitution, qui voudrait que 48 heures après, une personne qui soit arrêtée, qu'il soit libéré à l'expiration de ces délais. Moi, je pense qu'à partir de ce moment-là, il y a un problème. Il y a les failles terribles. Il y a l'irrespect. Il y a des faits graves qui lui ont été reprochés. Mais ces faits-là, c'est quel fait? Ce qui est passé sur les réseaux sociaux. Non, mais écoutez, madame, Seth Kikouni, c'est d'appeler à la haine tribale. Vous savez, moi, en tant qu'opposant, ce n'est pas correct d'avoir une telle je ne posture. soutiendrai en aucun cas la séparation ou les séparatismes, les clanismes,
le tribalisme dans ce pays. Je ne le soutiendrai en aucun cas, même si ça venait de ma mère ou de mon père. Mais en même temps, je n'accepterai en aucun cas que le gouvernement viole sensiblement l'article 17 de la Constitution sur le fait qu'une personne qui est arrêtée doit être arrêtée en respect des règles de droit. Il est le principe en droit que nous l'on crimen nous la poena nous l'humilium sine lege. Nul ne peut être arrêté, détenu, poursuivi que conformément à la loi. Mais à partir du moment où une personne est arrêtée en violation des règles de droit... Mais si les services ont dit à son épouse qu'il n'est ni à la nerf ni à la démère, puis il n'est pas arrêté. Non, mais madame, arrêtez. C'est son épouse qui dit qu'il n'est pas arrêté, il n'est ni à la nerf ni à la démère. Pensez-vous que ses compagnons ont été arrêtés comme ça et sont revenus avec une information suivant laquelle ils ont été arrêtés ensemble et ont été relâchés après, ils sont revenus pour répondre leur téléphone au niveau des services? Pensez-vous que c'est de la blague? Qu'ils se sont inventés une histoire? Je pense que la place de cette Kikouni n'est pas dans les geôles, et s'ils estiment qu'ils ont des choses à reprocher à cette Kikouni, ils n'ont qu'à le mettre entre les mains de son juge naturel pour qu'il soit entendu de certains faits qu'on lui reproche, et ce sera justice. Sinon, nous sommes dans un État autocratique, totalitaire, antidémocratique. C'est une démocrature, sinon une démocratie de façade. Ce n'est pas un État dans lequel nous voulons vivre. Un État de droit, et un État de droit démocratique, je dirais même un État de droit constitutionnel. Nous sommes dans une démocrature, une démocratie de façade. Malheureusement, nous sommes dans un État, un non-État. Très bien alors. On est en train de chuter. Je vais prendre une dernière question avant vraiment votre mot de la fin. Quelles sont vos attentes finalement envers ce gouvernement, le gouvernement soumis? En tout cas, si j'étais Dieu, je ferais tout qu'on arrive en 2028. Il faut qu'il parte et qu'on ait un autre gouvernant, une autre classe de dirigeants capable de répondre réellement aux besoins changeants du peuple. Ce serait ma prière. Mais malheureusement, voyez-vous, je ne suis pas Dieu. Mais je pense que la démission est également constitutionnelle ou légale. Ils peuvent aussi démissionner s'ils se sentent essoufflés. 4 ans, c'est beaucoup. Le peuple vivra pendant 4 ans avec les mêmes méandres de gestion, je ne pense pas. Madame, dans ce pays, 10 $ a coûté 9 000 francs. Mais j'aimerais vous dire aujourd'hui que même 5 $ n'équivaut pas à 9 000 francs. Aujourd'hui, il faut compter ces 9 000 francs à plus de, comment dirais-je, à plus de 3 fois pour arriver à 10 $. C'est-à-dire que le pays est en train d'aller de mal en pis. Nous sommes en train de sombrer. En tout cas, je crois au destin de ces grands peuples, mais je ne crois plus à la gestion parcimonieuse de ce gouvernement. Quel serait votre mot de la fin pour aujourd'hui? Je suis en train d'adresser un appel fort au gouvernement actuel. La Constitution, c'est notre meilleur dialogue. C'est la charte qui nous gouverne. Nous devons la regarder, la toucher avec une main tremblante. Comme une mère, nous ne devons pas la violer parce qu'on ne viole pas sa maman. Nous devons respecter les textes qui nous gouvernent, respecter la sacralité des droits et libertés fondamentaux des citoyens, parce que nous sommes en même temps ceux qui ont adhéré à un certain nombre d'organisations internationales. Nous avons ratifié les textes des conventions internationales qui consacrent les droits et libertés fondamentaux. Nous avons réaffirmé notre adhésion à la Déclaration universelle des droits de l'homme et de l'humain. Nous devons donc respecter pour que les choses se fassent bien. Vous avez déjà triché. Maintenant, il est temps de respecter la Constitution pour que le peuple se retrouve demain. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Maître Aristote Chibobo, d'avoir accepté notre invitation ce jour. C'est moi qui vous remercie, madame. C'était
C'était un réel plaisir, comme à l'accoutumée, de vous présenter cette émission. Mon équipe et moi, nous sommes très heureux de votre sympathique attention. Nous nous donnons rendez-vous très bientôt avec le même plaisir. À très bientôt. RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde. RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde.